Bienvenue dans cet atelier formation sur le web e-commerce pour savoir quelle solution choisir pour réaliser sa boutique en ligne, son site vitrine pour présenter ses produits. Très bien. Donc, pour commencer, on va parler d'Internet en général. Pourquoi est-ce qu'on va aborder cette problématique-là et cette problématique du e-commerce? C'est tout simplement parce qu'il y a quand même 43 millions d'internautes en France et que ça représente quand même 50 milliards d'euros le e-commerce en France. C'est quand même énorme. 600 millions de transactions quand même, il faut le dire. Exactement. 1500 euros dépensés par an et par personne. Bon. Ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Donc Internet, c'est indéniablement le support sur lequel il faut aller, et il faut se lancer pour être visible, attirer des visiteurs et vendre ses produits. La vraie question, question, c'est quelle solution choisir. Exactement. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui, des CMS, Magento, PrestaShop, des Joomla, des WordPress, des solutions en mode SAS en location. Donc il y a plein de modèles économiques et il faut choisir la bonne prestation, le bon produit. C'est ce qu'on va essayer de vous apprendre aujourd'hui pour savoir quelle solution choisir. Voilà, on va essayer de vous orienter sur les choix qui semblent le plus pertinents pour vous, pour votre problématique et pour vos besoins. Vous avez donc plusieurs solutions disponibles aujourd'hui, on en a parlé il y a 2 secondes. Vous avez la boutique en mode SAS, Service Software as a Service. En fait, c'est une solution en ligne où vous avez la possibilité de vous inscrire sur un site. Il y a beaucoup de sociétés qui font ça aujourd'hui, on ne les citera pas. C'est pratique et c'est sympathique, on peut créer son site rapidement. On voit beaucoup la pub à la télé en ce moment de Wix par exemple, qui propose cette solution. On va pouvoir créer son site, créer son menu, éventuellement créer son panier pour les articles en vente ou faire un site vitrine. Donc les avantages, c'est que c'est très simple. Vous vous inscrivez, vous remplissez le formulaire et vous avez tous les outils pour gérer vous-même votre site. C'est ça, vous créez quand même votre site, mais vous le faites de manière quand même assez ludique. Il n'y a pas besoin de code, il n'y a pas de ligne de code du tout, il n'y a pas de développement, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus facile. C'est bien fait de soulever ce problème, effectivement. Pas de ligne de code, pas de développement. Donc vous êtes autonome, il va falloir même concevoir votre site, concevoir vos fiches produits, le contenu, les photos, mettre en avant les menus. Donc ça, vous allez devoir le gérer. Ensuite, c'est compatible avec les modules bancaires et compagnie. Ça, c'est en mode SAS. La problématique de ce type de solution, c'est que vous êtes dépendant du système. Le site, malgré que ce soit le vôtre, ne vous appartient pas, vous n'avez pas accès au code et vous ne pouvez pas rajouter de fonctionnalités métiers spécifiques, des connecteurs avec des ERP particuliers, une gestion de stock avancée. Vous allez avoir des contraintes par rapport à ça et vous êtes enfermé dans ce système. Et le jour où vous partez, c'est compliqué puisqu'il faut importer tous les produits, exporter tous les produits, exporter tous les clients avec leur mot de passe. On ne peut pas dire « Cher client, on a changé de site, voilà votre nouveau mot de passe ». Il faut que les gens conservent leur mot de passe. Il faut également associer les commandes aux clients dans le nouveau système. Donc voilà, c'est une contrainte à prendre en compte. Si vous avez une petite activité que vous voulez vous lancer pour tester, c'est pratique. Si vous pensez vraiment faire de l'e-commerce votre futur, on va plutôt vous conseiller de partir sur des solutions, on va les voir tout à l'heure, plus lourdes, c'est sûr, à mettre en place, mais avec différentes contraintes qui sont gérées en termes d'évolution et de développement. Donc voilà, c'est vraiment selon vos objectifs que vous allez déterminer quel type de site, quel type de solution est adapté à vous. Donc concrètement, il y a quoi? Il y a 2 types de sites qu'on connaît, hein, de sites qui sont connus. Ça va être les sites vitrines et les boutiques en ligne. Concrètement, les sites vitrines, on appelle ça des CMS, c'est ça, c'est des Content Management System. Et en français, GRC. Gestion de la relation client, ça n'a rien à voir. CMS, Content Management System, et en français, gestion... SGC, Système de gestion de contenu. Voilà, un petit trou de mémoire. Mais bon, il y a tellement de mots, alors on la voit, il y a une loi qui dit que... Non, on ne coupera pas. Non, ça fait sympa. Il y a une loi, effectivement, qui dit qu'on ne doit pas utiliser trop l'anglais en entreprise. Malheureusement, il y a des mots. Le front office, c'est la partie de devant de la boutique, là où les visiteurs arrivent, et ils voudraient qu'on l'appelle comment ? Le devant boutique, en fait, des mots en français, ça va pas du tout. On parle de front office, quoi. Hein. Voilà, donc on va continuer d'utiliser le franglish et continuer à rigoler également. Voilà, donc... Donc en effet, ce genre de site, c'est vraiment pour gérer votre contenu. Qu'est-ce que c'est le but? C'est vraiment juste de montrer votre activité ou de montrer vos produits. Dans tous les cas, les solutions qu'on peut proposer, en tout cas qui sont sur le marché, on parle de WordPress, on parle de Joomla, et on parle de Drupal.
Alors, ces trois systèmes sont très orientés CMS, Content Management System. Le contenu, ça peut être un article. Le contenu, ça peut être un produit. Une photo d'un produit, c'est du contenu. Donc, tous ces médias, texte, images, vidéo, c'est du contenu, ils sont là pour les gérer. C'est vrai que WordPress, Joomla et Drupal sont des solutions aujourd'hui utilisées beaucoup pour les sites vitrines. On va dire 90% des entreprises qui présentent leur activité ou 80% utilisent ces systèmes. L'avantage, c'est qu'ils sont open source. Vous pouvez les télécharger gratuitement et les adapter. On trouve également beaucoup de templates et de plugins. Voilà, donc WordPress et Joomla, il y a beaucoup de templates. Peut-être que tu vas en parler, toi, de ça, des templates, des plugins qui sont disponibles. Il y a vraiment de tout, hein. En général, il y en a, comme on parle de WordPress par exemple, il y a 27 000 plugins. Donc, qu'est-ce qu'on entend par plugin? Ça va être des fonctionnalités supplémentaires. Exactement. Après, quand on parle de thème, ça va être tout simplement des chartes graphiques qui vont être, qu'on va intégrer à votre site, mais qui vont être déjà tout préfaites. Ce qui vous permet en fait de ne pas faire appel à un graphiste qui le fera pour vous, même s'il sera peut-être plus personnalisé. Vous avez quand même beaucoup de choix. Là, par exemple, WordPress, il y en a quand même plus de 2000 de thèmes. Dans les 2000, il y en a certainement un qui va pouvoir faire l'affaire. Tout à fait. Il y a aussi des templates donc, graphiques qui sont payants, qui ne coûtent pas très cher, hein, ça coûte entre 30 € et 100 €, et ça évite effectivement un coût supplémentaire. Après, il faudra quand même adapter. En termes de plugins, on a un cas concret, on a un client qui est musicien et qui nous a demandé de traduire son site en anglais. On a installé un module pour WordPress qui s'appelle QTranslate, qui est gratuit, on l'a installé, et automatiquement, ça a rajouté la fonctionnalité de traduction dans WordPress, et il n'y a plus qu'à aller dans les articles et les traduire dans la langue qui correspond. Ça détecte la langue du navigateur. Si le navigateur est anglais, ça le renvoie sur le site en anglais ou en français. Voilà, on voit au niveau de la popularité que WordPress, c'est 140 millions de téléchargements, Joomla, c'est 30 millions de téléchargements, et Drupal, c'est 15 millions de téléchargements. Alors Drupal, c'est un peu plus du développement technique plus poussé, on va dire. C'est moins à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, WordPress est quand même le plus utilisé. C'est le leader. C'est le leader. On voit quand même que Drupal a 24 000 plugins gratuits et 1800 thèmes graphiques. Voilà, donc nous, on va se concentrer sur les leaders quand même. C'est important. Donc WordPress, c'est un moteur de blog à la base. C'est fait pour faire du blogging, du contenu partagé. Et vous avez la possibilité de présenter vos produits sur WordPress et également de les vendre. Il y a une extension, je crois, qui s'appelle WooCommerce, il me semble, qui permet de transformer WordPress en boutique en ligne. Donc ça peut être une petite évolution de commencer à présenter ses produits en tant que site vitrine et après de passer dans la partie e-commerce. Ou tout de suite fabriquer un site e-commerce avec également des fonctionnalités de CMS. Est-ce que tu veux parler rapidement des trois solutions? Très bien. Les trois solutions, ça va être Drupal Commerce. En fait, qui est une évolution de Drupal, orientée commerce. Exactement. On va avoir PrestaShop, qui est le leader français. Donc c'est la solution e-commerce la plus utilisée en France. Et c'est une solution française développée par des Français. Exactement. Et enfin nous avons Magento qui est alors plutôt le leader international et mondial. Mondial, c'est le mastodonte de la vente en ligne. Voilà. Donc ces trois sites sont également en open source, hein, Drupal en version open source, Magento en version open source, il y a également une version payante qui s'appelle Entreprise Édition, et PrestaShop également en version open source. Il y a également, je crois, la PrestaBox, c'est une version hébergée de PrestaShop en ligne. Donc c'est trois solutions totalement différentes. On va les voir tout à l'heure en détail, hein, c'est les solutions dans lesquelles on va parler aujourd'hui en détail. Quelles sont... Non, j'allais dire pareil que toi. Quelles sont les étapes indispensables à la réalisation du projet pour éviter les pièges? Très important. Très important. Alors là, on vous le dit parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup qui vont éviter cette étape alors que c'est très important. Crucial. La mise en place d'un cahier des charges. D'accord? Il faut un cahier des charges fonctionnel qui va vous permettre de définir vos besoins, de lister vos fonctionnalités, de préparer la réponse technique, d'éviter les mauvaises surprises et d'indiquer le planning de réalisation. C'est très important de passer par cette étape si vous voulez que votre site reflète vos besoins et vos problématiques. Exactement. Alors le cahier des charges fonctionnel, il doit être fonctionnel. On n'est pas dans le cahier des charges technique. De la fonctionnalité qui fabrique ça. C'est en fait qu'est-ce qu'on a besoin. Voilà. J'ai besoin d'avoir une page d'accueil qui m'affiche des blocs avec des promos, des produits, une vignette, un bouton. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir déterminer dans le cahier des charges fonctionnel. Quelle est la fonctionnalité? Quand je mets au panier, qu'est-ce qui se passe? Le client qui est identifié, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un code promo? Est-ce qu'il peut acheter? Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'email qu'on va envoyer au client? Donc ça, il faut le déterminer. Aujourd'hui, vous devez déterminer vraiment toutes les pages principales. La page d'accueil,
Je crois que sur le slide suivant, on va parler du zoning. Okay. Voilà. Donc, je te laisse faire. Très bien. Le zoning, ça vous permet quoi? Ça vous permet tout simplement, de manière très simple, de faire un aperçu de ce que vous aimeriez sur votre page, sur vos pages web. Donc, une fiche produit, par exemple. Là, on a I Love Donuts. C'est tout simplement une page d'accueil avec un listing de produits, la manière dont on veut que la page soit présentée. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut penser mobile. Quand on parle de zoning, il faut absolument penser mobile, c'est-à-dire qu'il faut essayer au maximum d'adapter votre contenu et votre mise en page sur tout type de support, comme la tablette ou alors un smartphone. Donc, c'est très important de penser à ça quand on fait un zoning. Exactement. Alors, I Love Donuts, effectivement, hein, ça se voit. J'ai 1 ou 2 kilos à perdre, je le dis à chaque fois, mais maximum. Voilà, donc le zoning en mode non connecté, donc les visiteurs classiques, et mode connecté quand il est identifié qu'il y a une session, quand le panier est persistant et compagnie. Alors on voit qu'on a réalisé à droite sur la slide une petite image sympathique en fait qui fait le zoning de notre page. On voit les petits donuts, à gauche on voit le menu d'identification, sur la gauche en dessous on voit les catégories avec une petite vidéo, c'est la page d'accueil avec les listings des produits. On le voit sur la page suivante, on a également une autre petite image qui représente le zoning, cette fois en plus simplifié, avec les catégories à gauche, l'image, le menu. On voit également la version iPhone, donc la version iPhone, donc le site doit être responsive design pour qu'il s'adapte à la taille des tablettes. Ça ne sert à rien de faire un site dans plusieurs formats, dans plusieurs langages, dans plusieurs applications, on va dire. S'il n'y a rien d'extraordinaire, faire une application, ça ne sert à rien. Si vous faites de la vente en ligne classique de produits, on va faire une application spécifique métier. Donc voilà, l'avantage du responsive, tu en as parlé ou pas juste avant? Non, enfin oui, j'ai parlé comme quoi il fallait adapter à tous les types de supports. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir que les gens ils surfent aussi bien sur téléphone que sur tablette, que sur ordinateur portable, qu'ils ont des tailles d'écran différentes et il faut prévoir une version de votre site qui va s'adapter. On le voit des fois, quand on réduit la fenêtre, la mise en page change. Donc ça s'appelle les sites en responsive design, ça répond à l'écran. Voilà, donc c'est important. Et il faut que ce soit compatible avec les navigateurs. Ça doit marcher sous Chrome, ça doit marcher sous Firefox, ça doit marcher sous Internet Explorer et sur les autres navigateurs, sur les anciennes versions d'Internet Explorer et de Firefox. Donc quand vous testez votre site, prenez 3 navigateurs de base, les plus connus, on vient de les citer, et testez votre site. Il peut y avoir un problème d'une image qui se décale ou quelque chose qui se met par-dessus, donc c'est pas sympa. Également sur tablette, en mode droit, en mode comme ça, sur le téléphone. Et on va peut-être pas parler des montres connectées pour le moment, parce qu'on ne surfe pas trop avec, l'écran est trop petit. Voilà. Pour ça, on a utilisé Kaku. C'est un outil très sympa, on le met beaucoup en avant dans nos conférences. C'est gratuit, il y a une version gratuite, vous pouvez créer facilement. Là, par exemple, pour faire ce dessin, j'ai mis 5 minutes. Vous y allez, c'est tout en ligne, dans le navigateur, pas d'outil installé. C'est gratuit. Après, vous avez une version à 4 ou 5 $ qui permet de collaborer à plusieurs, qui est sympa aussi, donc on vous conseille de vous en servir et de faire le zoning de votre page d'accueil, de votre liste de produits, la page listing et de la fiche produit. C'est les 3 pages les plus importantes. Après, il y a les pages de contenu et les pages de contact. Pour faire le petit résumé de ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant sur les étapes indispensables, on a parlé du cahier des charges et on a parlé du zoning. Maintenant, il faut vraiment s'attarder sur la partie métier. C'est très important, donc ce sont les graphiques qui défilent maintenant. Guillaume, vas-y, si tu veux en dire un peu plus sur la partie métier. Alors là, on est vraiment dans le cœur de l'activité e-commerce, c'est le produit. Quand vous vendez un produit, c'est bien, il est joli sur votre site, mais après, il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer, il faut communiquer avec le client, il faut pouvoir traiter le retour du produit et compagnie, il faut gérer les stocks et les dépôts. Là, on voit par exemple dans la partie de gauche qu'on a plusieurs stocks, donc on a le stock de l'entreprise, le stock de la société, et on a également des fournisseurs en dropshipping. Le fournisseur en dropshipping, il va envoyer directement le produit au client final. Vous êtes au milieu, vous vendez le produit, le client l'achète chez vous, et le produit part du fournisseur directement chez le client. Pour ça, il faut gérer vos stocks, savoir où vous en êtes. Là, on le voit clairement dans le slide qu'au milieu, on a par exemple un stock de l'entreprise et on a également un stock chez Amazon, en France par exemple, et en Italie, où on a des produits qui sont stockés. On vend également sur Cdiscount, donc on a un stock chez Cdiscount et on a le stock en fait des retours produits.
Sur la droite, là, on a parlé de Magento, on voit qu'on a une API qui est connectée. En jaune, sur la droite, on a les stocks virtuels. Dans votre logiciel e-commerce, Drupal, Magento, PrestaShop, il faut pouvoir gérer les stocks avancés. Donc, par défaut, il n'y a pas trop de gestion de stock évoluée. En général, on rajoute, nous, la couche métier, donc qui s'adapte à ça, et qui vous permet de gérer théoriquement où se trouve le produit. Si vous avez 12 produits en stock chez vous et 12 produits en stock chez Amazon du même produit, vous en avez 24, il faut être capable de savoir que quand il y a une commande Amazon, le produit est parti de chez Amazon et s'il n'y en a plus, il faut en remettre chez Amazon pour qu'il parte. Et vice versa. Si vous avez un retour produit d'un client, qu'est-ce qui se passe? S'il a acheté chez Amazon, il va retourner dans le stock Amazon, et si le produit est toujours OK à la vente parce qu'il s'est rétracté et qu'il n'est pas cassé, il va être remis en vente. Donc on appelle ça le stock non expédiable. Mais s'il achète chez vous en direct, le stock va revenir chez vous. Si c'est un SAV, ce produit, il faut le traquer. Il faut savoir qu'il est dans votre stock SAV. Donc à tout moment, vous devez avoir le stock physique qui doit être synchronisé avec votre stock réel. Pour ça, on va déclencher via un ERP. Un ERP, ça gère vraiment les stocks. Ça s'appelle Entreprise Ressource Planning. C'est un outil qui permet de gérer les stocks, la relation client. Donc là, on voit vraiment en partie bleue les produits stock physiques et en jaune les produits stock virtuels. Le tout est connecté à une API qui est capable de communiquer directement avec les fournisseurs en dropshipping pour leur dire « Bonjour monsieur le fournisseur, j'ai une vente, envoyez le produit à tel endroit ». Et également une API qui communique avec le stock physique donc, de votre société qui va dire à la personne qui s'occupe de la logistique d'expédier tel colis et compagnie. Après, on peut rajouter encore plus de choses avec la douchette à code barre. Quand on scanne le produit qui est en cours de préparation, on envoie un email au client disant que le produit est en cours de préparation et quand il est scanné au départ, on envoie un email disant qu'il est confié au transporteur. Parce que les gens qui achètent sur Internet, ils n'ont pas le contact direct avec vous, ils ont toujours un petit peu peur de se faire escroquer, malgré que ça se passe en général bien. Et du coup, plus vous leur donnez des informations, plus vous allez pouvoir communiquer avec eux et les fidéliser et dire « Ah, c'est des gens sérieux ». Nous, ça nous arrive de commander sur Amazon des produits. On a commandé un produit hier, on l'a reçu ce matin. Amazon, on se dit, Amazon, c'est des fous. Voilà. Et c'est vrai qu'Amazon, c'est des fous. Donc, c'est ça qui est important. Si vous avez du retard, n'hésitez pas à mettre des règles, des workflows, des règles disant qu'il y a un problème ou qu'il y a un retard. Il faut les informer tout le temps, le plus possible. Le slide suivant, c'est un flux de commande. Tu veux expliquer un petit peu le flux de commande qui tombe et qui est accepté, pas accepté ? Je pense que tu le fais mieux que moi. Ok, je suis parti pour une longue discussion. Donc là, on a pris une commande marketplace, c'est-à-dire que vous êtes vendeur, vous vendez vos produits sur Amazon, et donc sur Amazon, vous envoyez votre fichier CSV de flux de produits, hein, c'est un autre sujet, on en parlera dans notre vidéo. Et Amazon, il y a une vente de vos produits. Donc Amazon, il va y avoir deux modes que vous allez pouvoir choisir, soit le mode acceptation automatique, c'est-à-dire que si le produit est en stock, automatiquement ça va accepter la commande, soit le mode manuel. C'est en fonction de vos stocks. On voit que ce module, donc, dans la partie haute, est connecté à votre API Magento. Donc l'API Magento, c'est le connecteur qui va dialoguer, hein, on va parler un langage. On ne va pas rentrer dans la technique, c'est du REST, c'est un langage de programmation en XML. Donc on va communiquer là-dessus et on va pouvoir ensuite déclencher des actions. Donc si la commande est en auto-acceptation, le colis va partir directement chez le client. Si le produit n'est pas disponible dans le stock Amazon, il va partir d'un stock d'un autre pays si vous êtes chez Amazon. Et si le produit n'est pas en Amazon, vous avez la possibilité, vous, de l'expédier directement depuis votre dépôt, tout simplement. Ensuite, on voit en bas dans le bouton orange que là, on a une API stock Magento qui va automatiquement dialoguer avec l'API Amazon. Donc on voit clairement que l'API Amazon sur la droite communique en direct sur les mouvements de stock. Ensuite, le client va recevoir un email d'Amazon disant le produit est parti. Et vous allez avoir également l'email du client, un email en fait haché, sécurisé, de telle façon à ce que vous puissiez communiquer par l'interface d'Amazon. Et on va considérer par exemple que si le produit est parti dans les 48 heures ou dans les 24 heures, eh bien, 5 jours après, vous allez envoyer un email au client automatique disant « Merci d'évaluer ma commande ». Parce que plus vous avez des notes satisfaisantes sur Amazon, plus vous allez avoir des meilleures positions dans les listes de produits. Amazon gère, voilà. Amazon gère beaucoup de clients, Marketplace, c'est beaucoup de clients qui achètent. Si vous êtes un client à problème, il ne va pas vous mettre en avant. Voilà. Sachant non, il va même faire le contraire. Voilà, sachant que c'est Amazon qui va répondre au téléphone quand il va y avoir des problèmes. Donc n'hésitez pas à mettre la facture dans le colis si ça part de chez vous, comme ça évite que la personne appelle Amazon en disant j'ai besoin de la facture, parce que la procédure est il faut aller dans Amazon et récupérer la facture. Donc il faut accepter le maximum de commandes, vous n'avez pas le droit de refuser trop de commandes. Hein. S'il y a une commande et que vous dites que le produit est en stock et qu'en fait il n'est pas en stock vraiment et que vous refusez la commande, ça peut arriver, hein. Il y a un problème de stock ou le produit est cassé. Mais si vous avez un taux de refus de commande qui est trop important, ben vous allez sauter
et voire vous faire même bannir, interdire. Ça arrive. Voilà. On vous conseille de répondre aux questions clients dans les 4 heures. C'est pour avoir la meilleure note, il faut répondre dans les 4 heures, y compris le samedi et le dimanche. Internet, ça marche tout le temps, donc c'est à gérer. Plus votre note, votre score va être élevé, plus vous allez être mis en avant et plus vous allez faire de chiffre d'affaires chez eux. Après, sur votre site, c'est pareil. Quand le client commande, il faut qu'il ait un email de confirmation, il faut qu'il ait un email de préparation. Et si vous envoyez une demande d'avis sur le produit, ça se fait beaucoup maintenant avec un partenaire Avis Vérifié. Exactement. Il y a également Trustpilot, Fianet également, qui existe depuis très longtemps, je crois qu'il était pionnier là-dedans. Voilà, vous avez la possibilité d'évaluer le produit, mais si le produit était en stock et qu'il est parti tout de suite, c'est bien. Mais si le produit a mis 3 jours à partir, vous allez faire une règle automatique qui dit que si le produit a eu du retard par rapport au délai annoncé, vous n'allez pas envoyer l'email au client pour lui demander de laisser son avis, parce qu'il va dire qu'il n'est pas content parce qu'il a reçu après. Voilà, donc vous allez pouvoir... Il va falloir penser à tout ça en fait. C'est pour ça que la partie métier, c'est très très important dans les étapes à la création d'une solution et de son site en fait. Voilà. Donc ce qu'il ne faut pas oublier quand même dans tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais il ne faut quand même pas oublier déjà la partie messagerie professionnelle. Alors à bannir les @wanadoo.com ou .fr. .fr, hotmail.fr, voilà, gmail.com. Vous êtes des pros, vous avez votre domaine, il faut votre email sur votre domaine. Monsite.com, Voilà. guillaume@marketacademy.com. Du coup, nous, on préconise Google Apps. Tout à fait. Google Apps, bon, ce sera un autre sujet. Google Apps, c'est la version Gmail pour les professionnels, avec les outils collaboratifs, la gestion électronique de documents, la signature numérique en ligne à valeur probante, j'insiste, et tout ce qu'on peut faire avec Google Apps aujourd'hui, qui est utilisé par plus de 5 ou 6 millions d'entreprises, c'est très très bien. Ou simplement votre système de messagerie sur votre serveur, classique. Voilà, mais bon, Google Apps, c'est très mobile, on l'a partout tout le temps, donc c'est très bien. Donc il ne faut pas oublier également les emails transactionnels, on en a un peu parlé là avec Guillaume. Effectivement, le site va envoyer des emails, il faut penser à ce que vous mettez dedans, les horaires d'ouverture, les emails, le contenu, l'image, les messages de remerciement, donc il faut les penser. Sinon, vous allez vous retrouver avec des emails type « Bonjour, bienvenue sur la boutique, store, blablabla ». Donc c'est pas sympa, il faut personnaliser, si vous avez des choses à dire, c'est là qu'il faut les dire. Ensuite, il va y avoir les coûts éventuels de maintenance à ne pas oublier. Donc c'est tout simplement qu'il faut penser aux évolutions de votre site et voir ce que le prestataire il propose. Qu'est-ce qu'il vous fait si jamais vous avez envie de quelque chose en particulier pour faire évoluer votre site. Exactement. Dans les coûts de maintenance également, il y a l'hébergement, qu'on peut en parler. On en parle après. Oui, alors j'arrête de parler. Exprès, ok. Donc effectivement, les coûts éventuels de maintenance doivent être calculés. Vous devez savoir combien vous coûte la réalisation de votre site et combien... Tu m'as fait rire là. Combien vous coûte votre site à l'année, donc la conception, et après combien vous coûte en maintenance, en hébergement, en évolution. Exactement. Il faut aussi se renseigner sur les sauvegardes. Combien de fois est-ce que le site est sauvegardé? Combien de fois... Enfin, où est-ce que je peux le récupérer? Voilà, la stratégie de sauvegarde est importante. Les modalités de règlement, vous allez travailler avec un prestataire qui va vous faire votre site, et il va commencer des travaux, il va engager des frais techniques, des frais humains, on va dire, de gens qui travaillent. Donc il faut bien définir le calendrier de paiement, en fait, un acompte à la commande, le solde au milieu, et le acompte à la commande, une partie au milieu et le solde à la livraison, donc ça à déterminer. Souvent ça peut gâcher une relation de travail, il faut être vigilant sur les règlements. Voilà, vous commencez dans de bonnes relations et si tout est livré en temps et en heure, également le règlement doit être fait en temps et en heure, comme les livrables. Si ils ne vous livrent pas et qu'il n'y a rien qui a avancé de ce qui était prévu, vous tenez le règlement. Donc c'est une relation de confiance qui s'installe, mais c'est important que tout le monde soit à l'aise et c'est important de se faire confiance en fait. C'est ça, donc après en effet, à ce qu'il ne faut pas oublier quand vous allez concevoir votre site, ça va être les conditions générales de vente. En tant qu'e-commerçant, vous y allez, ou même que les e-commerçants. Oui, les conditions générales de vente ou les conditions générales d'utilisation ou de service, si vous faites de la collecte sur un site vitrine classique. Voilà, ne faites pas de copier-coller, il y a beaucoup de plagiat aujourd'hui, de plus en plus de plaintes sur Internet. C'est là où il faut éviter le piège, de faire du copier-coller, parce qu'il y a des... Ça peut aller en justice. Ça va en justice. Ensuite, il va falloir voir vos outils marketing. Donc, on sait que Magento le propose à des outils marketing très poussés. Maintenant, il va y avoir d'autres solutions qui vont être beaucoup moins performantes, qui vont un peu être limitatives en termes de marketing et de communication. C'est vrai que Magento aujourd'hui c'est la solution la plus puissante en termes de fonctionnalité, d'évolutivité. C'est pas pour rien que ce sont les leaders. Alors on peut croire que c'est plus compliqué à mettre en place, mais quand on le connaît vraiment, non. Nous on sort des sites Magento au même prix qu'un PrestaShop parce qu'on a un vrai métier là-dessus et voilà, on a une vraie expertise sur Magento. Ensuite, on a la validation W3C. Donc, ce qu'il faut faire attention quand vous commencez à faire votre site, c'est tout simplement
que la personne qui s'occupe de votre site, s'occupe de la conception, pense aux éléments SEO pour le référencement naturel. Et en l'occurrence, la validation au W3C, c'est indispensable. On va dire que c'est une norme du web, c'est l'accès aux handicapés et votre code doit être propre. Vous allez sur W3C validation, vous mettez l'URL de votre site et vous voyez si vous avez des erreurs. Si vous en avez 5 ou 10, c'est pas grave, c'est des petites erreurs ou des petits warnings. S'il y en a 100, 200 ou 50, comme on voit très souvent, c'est que le site a été fait sans y penser. Voilà. Voilà. Ensuite, on a la formation et le support. Donc, est-ce que le prestataire vous forme? Comment se passe le support? Est-ce qu'il peut, comment ça se passe la communication entre vous et le prestataire? Voilà, il faut pas oublier toutes ces questions, toutes ces interrogations. Alors ça, c'est très important, la formation. On parle de formation. Si vous faites un site Magento, e-commerce, Drupal, PrestaShop, une formation, c'est pas 1 heure. Une formation, c'est 2-3 jours pour gérer totalement le système. Le problème de la formation, c'est que si on ne la fait pas, ça dégrade la relation. Parce que vous allez avoir des questions, vous allez appeler le prestataire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et si vous n'avez pas prévu ça, il ne va pas vouloir répondre au téléphone, puisque chaque question, ça demande du temps. Comment je fais pour expédier? Comment je modifie mon gabarit? Je vais faire une newsletter, comment je fais? Je vais rajouter un attribut de produit, comment ça marche? C'est des questions et vous allez dégrader cette relation. Donc il faut vraiment que l'agence qui vous fabrique le site vous accompagne également dans ce support. Donc le support, c'est-à-dire vous avez droit à des heures mensuelles de développement de nouvelles fonctionnalités, si ça n'a pas été pensé au début, donc c'est pour ça que le cahier des charges fonctionnelles est important. Et également le support et la formation, pour pouvoir savoir maîtriser-vous. L'agence, elle n'est pas là pour répondre à vos questions sans arrêt, elle est là pour vous accompagner. Vous avez une question, vous pouvez la poser, mais si c'est une question de comment j'envoie ma facture, là c'est qu'il y a un problème. Il faut absolument se former. Voilà, il faut savoir utiliser son outil, c'est très important. Et il faut aussi savoir utiliser Excel. Il faut savoir utiliser Word, c'est important. Si vous ouvrez un fichier de produit en CSV et que les zéros ont disparu devant les numéros de téléphone des clients ou dans le listing des produits, c'est normal parce que Excel détecte qu'il y a des chiffres et il va automatiquement considérer que c'est un nombre. Et quand on parle d'un nombre, d'un chiffre, si c'est 12 602, il n'y a jamais de zéro devant, c'est pas 0 12 602. Voilà, c'est pareil sur les produits. Donc il faut faire attention, il faut savoir utiliser cet outil, c'est important. Exactement. Il y a des gens qui ne savent pas s'en servir, ils ont des problèmes. Et ils nous contactent. Et on leur dit formation Excel pour les nuls. Mais oui, mais bon, comment on fait? Donc après, il faut vraiment, il y a une partie vraiment aussi classique à savoir utiliser. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. Il y a tellement d'outils à utiliser aujourd'hui que ça devient compliqué. Nous, on a la réponse. Mais ça fait une question. Donc il faut prévoir le support. Exactement. Entrons dans le détail maintenant des différentes solutions e-commerce qui sont à votre disposition. Tout d'abord, on a Drupal Commerce. On l'a vu. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Drupal Commerce? Alors, l'éditeur, il faut le savoir, c'est Commerce Guys. Ils sont environ 55 personnes. Ils ont un chiffre d'affaires en 2012 qui n'a pas été communiqué. La technologie utilisée est le PHP. Le framework, il s'agit tout simplement de Drupal. C'est un framework propriétaire. C'est une boîte à outils de développement qu'ils ont développé eux-mêmes. L'origine, c'est la France et les États-Unis. Le budget de réalisation d'un site, il faut compter environ entre 20 et 70 000 euros. Ça va dépendre du niveau et de la complexité du site. Ça peut monter à plusieurs millions d'euros pour des solutions très complexes. Très complexes alors. Plusieurs millions d'euros exactement. Et la typologie de recommandation, il va y avoir des marques, des détaillants et des boutiques spécialisées. C'est plutôt ce genre de personnes qu'on va orienter vers Drupal. Ensuite, nous avons PrestaShop. PrestaShop, alors l'éditeur c'est PrestaShop SA. Les effectifs ils sont environ 70 personnes, ça s'est vraiment développé ces dernières années. Ils ont beaucoup augmenté, d'ailleurs maintenant ils sont beaucoup plus. Oui. Le chiffre d'affaires en 2012 c'est 61 millions d'euros. Pour la partie service, effectivement. Voilà, c'est quand même assez important. Le framework, il n'y en a pas. Non, c'était vraiment développé en PHP. Ils ont créé leur propre système, ils n'ont pas fait de framework, ça évite un développement lourd et ça permet d'avoir un système léger et facile. C'est-à-dire que PrestaShop, le code est plus facile. Oui, c'est vrai qu'il est plus léger, plus facile, voilà. L'origine, c'est une petite française. C'est bien, ça nous fait plaisir. Le budget de réalisation d'un site, alors ça peut aller du gratuit, parce que c'est une solution open source. Qui est facilement réalisable. Exactement. Contrairement à Magento qui est plus compliqué à mettre en place. Jusqu'à 60 000 euros, mais bon, les budgets sont assez théoriques parce que ça peut dépendre, vraiment. Ça va dépendre de la partie métier, justement, qui va être plus ou moins complexe dans votre activité. Exactement. Enfin, une autre chouchou. On va dire le chouchou puissant, si tu veux, je le présente, le chouchou puissant. Oui, le chouchou puissant, je sais que Magento. Magento qui est arrivé le premier sur le secteur, en fait, qui est arrivé après OS Commerce. On a souvent utilisé à l'époque OS Commerce en PHP.
qui avait été écrit par je ne sais plus qui, je vais dire des bêtises donc je ne le dirai pas. Donc l'éditeur de Magento, ça a été Varian, qui a été racheté par eBay il y a quelques années. Il y a 400 personnes qui travaillent, ils ont fait 50 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2012. Ils utilisent du PHP et la particularité, c'est qu'ils utilisent le framework de Zend. La Banque de France, par exemple, c'est fait avec Zend Framework. Le portail Orange, c'est du Zend Framework, c'est une caisse à outils de développement qui permet d'aller très très loin et d'avoir une scalabilité qui peut être plus ou moins performante et gérer du multi-cluster serveur. En fait, c'est vraiment fait pour aller dans des très très grosses puissances. Magento est depuis son origine multi-site et multi-boutique. Donc vous pouvez faire une boutique concurrente de la vôtre ou créer une langue facilement, une devise différente. Voilà, il est multi-site, multi-boutique et multi-vue. Donc vous pouvez très bien avoir un back-office pour vendre vos montres, un back-office pour vendre des beignets sur la tablette sur la plage l'été pour votre fille, pour qu'elle se fasse, oui, un peu d'argent pendant l'été, en tant qu'auto-entrepreneur, je précise, et en même temps développer une activité de vente d'électroménager à l'international avec plusieurs stocks et plusieurs dépôts, tout ça avec un seul système. Voilà, vous pouvez avoir un réseau de magasins, de franchisés. Nous, on a un client dans le secteur informatique qui a une dizaine de magasins et 3 sites internet. Tout est centralisé au niveau des stocks. Chaque vendeur a accès à son propre back-office. Il peut saisir les commandes clients directement dans Magento. L'avantage, c'est qu'on collecte l'email, on lui envoie la facture. Ensuite, on le relance en email marketing. Chaque site vend également ses propres produits avec des prix différents en fonction de la marque qu'il propose. Ça évite des conflits d'intérêts entre les marques, c'est important aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment une solution très poussée. La mise en place peut être plus complexe parfois, mais dans notre cas, nous, on n'a pas de problème. Le budget, ça peut être zéro. Hein. Vous avez sur notre chaîne YouTube 300 vidéos, dont une trentaine sur Magento, qui sont gratuites. Il faut apprendre à s'en servir. Voilà, c'est plus pour les marques et les détaillants, les boutiques spécialisées, les produits spécifiques, en fait, ça fait tout. Produits téléchargeables, ça peut générer des coupons, des tickets d'entrée, des codes barres. En fait, c'est vraiment... en train de faire la pub pour Magento là. Mais clairement, c'est ce qu'on préconise à tous nos clients, Magento, Magento, Magento. Parce que PrestaShop, ça reste quand même une très très bonne solution. C'est une très bonne solution. Mais après, vous allez avoir besoin de rajouter des choses, rajouter. Et au final, l'enveloppe, elle va plus ou moins être pareille. Ça dépend. Enfin voilà, c'est totalement différent. C'est comme le diesel et l'essence. C'est différent. Exactement. Bon, ensuite, on a vu là les avantages quand même de Magento et des autres, mais il y a quand même des faiblesses. Il y a des faiblesses partout. Partout, voilà, exactement. Donc, moi, j'ai une faiblesse sur les donuts et les sushis. Ça se voit. Moi, j'ai une faiblesse sur quoi? Toi, c'est sur le Nutella, toi. Le Nutella? Toi, c'est le Nutella. Ouais, c'est vrai que j'ai une petite faiblesse sur le Nutella. Donc, quelles sont les faiblesses de Magento? On va parler de la difficulté quand même dans la prise en main, parce que c'est vrai que c'est quand même un constat général. C'est dur à prendre en main Magento, il faut quand même une formation un peu avant pour une petite formation. Mais 2-3 jours. Non mais voilà, histoire quand même de se familiariser avec le back-office, de se familiariser avec les fonctions, mais c'est énorme quand même. Voilà, il y a tellement de fonctions que c'est compliqué. En général, on ne donne pas l'accès à tout. On vous limite dans les fonctionnalités pour vous concentrer sur l'essentiel. Au fur et à mesure, dire on peut faire un email marketing. Ah oui, comment on fait? Tiens, je te mets la fonction en marche. Voilà, donc on donne l'accès. Donc c'est vrai que Magento est dur à prendre en main. Voilà. Ensuite, la deuxième faiblesse de Magento, ça va être la scalabilité. Oui, Magento est gourmand sur des montées en charge. Vous allez avoir peut-être des problèmes de consommation de serveur. L'hébergement coûte plus cher. Bon, nous, on est encore dans un cas particulier, c'est qu'on a des machines surpuissantes et qu'on mutualise la puissance. L'espace de stockage est dédié, la mémoire est dédiée, RAM, mais les processeurs qui tournent, on a la possibilité de... En fait, le système gère la machine de la virtualisation. C'est ce qui est beaucoup à la mode aujourd'hui. Ça va permettre d'encaisser la forte montée en charge. Vous passez à la télé, vous avez 200 000 visiteurs qui arrivent dans la journée, 300 000, 1 million, le système va le gérer. Aussi bien sur PrestaShop, c'est pareil, et sur Drupal. Donc l'hébergement est important. Aujourd'hui, nous on travaille avec OVH qui est leader mondial. Il y a également un prestataire dans le coin local qui est très bon, c'est Jaguar Network. Il y a beaucoup de conseillers de suivi. C'est pas la même façon de travailler. Jaguar, c'est beaucoup de conseillers de suivi. Et OVH, c'est la machine qu'on loue, on se débrouille. Voilà. Alors, justement, parlons de PrestaShop et des faiblesses de PrestaShop. Alors là, par exemple, ça va être une faiblesse, ça va être la capacité du CMS en natif. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est que la gestion du contenu sur PrestaShop, elle est moins évoluée, voilà. On peut faire moins de choses en natif, c'est-à-dire version d'origine. Après, on peut rajouter des plugins, des extensions aussi, des modules sur PrestaShop pour rajouter de la fonctionnalité. Voilà, c'est pareil pour les options B2B.
quand vous faites du professionnel à professionnel, c'est pas forcément la meilleure solution. Il y a un peu de faiblesse là-dessus, mais pareil, il y a des plugins qui sont faits exprès pour pallier à ce genre de problème. Ensuite, en termes de fonctionnalité, on est un peu limité, surtout quand on compare par rapport à Magento. Et la personnalisation, elle est quand même assez moindre. Vous avez moins de possibilités de mettre les éléments en forme, voilà. également, bon, alors c'est vrai qu'on fait, on fait beaucoup la pub de Magento, mais bon, c'est la réalité. Magento, on peut changer aussi le thème graphique en fonction du produit, de la catégorie, ou de l'envie, ou d'un comportement, donc c'est vraiment fait pour. Voilà, là on ne peut pas le faire, mais on peut rajouter des modules qui le font, donc ça peut être bien. Voilà, ça aussi. peut être bien. Et enfin, parlons de Drupal, Drupal Commerce. Avec les faiblesses, c'est quoi? C'est une courbe d'apprentissage pour le développement un peu raide pour ceux qui ne maîtrisent pas déjà Drupal. Voilà, donc le temps de développement pour les développeurs, sachant que ce n'est pas la solution la plus utilisée. Si vous voulez Drupal, c'est que vous avez une raison technique, peut-être que vous avez déjà un système sous Drupal qui gère autre chose. Et donc voilà, ça va être plus dur à trouver, le prestataire va être plus dur à trouver. Le prestataire aujourd'hui, bon, maintenant on parlera après, ce sera les avantages, mais effectivement, Drupal, c'est un peu plus complexe à apprendre. Après, ça va très bien. Pareil que PrestaShop, Drupal Commerce a des petits problèmes en termes de B2B. Hein. Les capacités B2B sont un peu limitées, mais pareil, il doit y avoir des plugins. La gestion avancée de catalogue, elle n'est pas très avancée, du coup. Et la partie multi et cross-canal va pas être vraiment déployée, ça va pas être aussi performant que ses concurrents. Mais il y a des avantages, on le voit tout de suite, c'est les forces. Je l'ai fait si tu veux. Oui. Allez, je l'ai fait. Drupal Commerce, donc c'est flexible et ça peut s'adapter à de nombreuses typologies de projets, parce que là on va plus construire vraiment en partant de plus loin dans le détail. L'immense communauté Drupal, donc Drupal c'est quand même, Drupal Commerce est basé sur Drupal, donc il y a une très grosse communauté de développeurs. Vous pouvez aller sur des forums, discuter, ils se feront un plaisir de vous aider. Les capacités CMS en natif, il y a une très bonne gestion de contenu Drupal, puisqu'à la base, Drupal, c'est vraiment un moteur qui permet de faire du blog et du contenu, donc il y a beaucoup de fonctionnalités natives qui sont très sympathiques. La prise en main du back-office, elle est bien, puisque le back-office va être personnalisé en fonction de vos besoins. Ça veut dire qu'il peut également manquer des fonctionnalités, mais c'est un bon point. Les forces de PrestaShop, c'est le temps de mise sur le marché, donc le temps de développement qui est rapide. C'est vrai que nous, c'est plus rapide de faire un Presta qu'un Magento. Mais au final, quand on rajoute des modules complémentaires et des fonctionnalités obligatoires, c'est plus simple Magento que PrestaShop, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Voilà. C'est la simplicité technique, c'est plus simple à coder, donc un module sur mesure coûte moins cher, là par contre c'est la réalité, parce que pour faire quelque chose sur PrestaShop, un petit module, il faut mettons 4 heures, sur Magento il faut une journée, voilà, parce qu'il y a le système EAV qui est complexe, avec les héritages et le Zen Framework à prendre en compte pour bien le faire. Après on peut toujours bricoler, on a 80% des sites qu'on récupère sont bricolés, on va dire 90% même. Ah oui. C'est-à-dire que les développeurs, au lieu d'utiliser les techniques de développement conseillées par l'éditeur, ils vont aller bricoler un peu partout dans le site des bouts de code pour faire marcher la fonctionnalité que vous avez besoin. Et du coup, vous ne pouvez plus faire de mise à jour, parce que si vous faites la mise à jour, vous écrasez le corps, on va dire, et le cœur du système qui a été modifié. Et donc tout ce qu'il a fait, ça part, en fait, ça devient tout de suite complexe. Donc le prestataire est important. Il y a beaucoup de compétences en France sur PrestaShop. On trouve plus facilement des gens. Alors vérifiez ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont fait, comment ça marche. N'hésitez pas à même appeler leurs clients pour savoir s'ils sont satisfaits. Hein, parce que quand même c'est un investissement. Un site, c'est un magasin physique, c'est pareil, vous allez investir, donc il faut que ça marche. Le nombre d'extensions et de services logiciels tiers, c'est une force, beaucoup de modules, beaucoup d'extensions. Et c'est une solution taillée pour les petits budgets. Un Presta, on l'a vu, 10 000 €, on va considérer que c'est une enveloppe raisonnable pour faire un beau site complet, cahier des charges, hébergement à l'année, on va le voir plus tard. Magento, donc c'est une solution mature, très grande richesse fonctionnelle. Magento, énormément de fonctionnalités, beaucoup de puissance, on va loin. On se dit, bon, je voudrais faire un produit configurable avec la manche longue et la manche courte, mais je voudrais que la manche courte, elle n'ait pas les boutons de manchette qui sont compatibles, avec un produit à télécharger, une garantie, avec des modules automatisés en fonction du comportement, ou de proposer des produits complémentaires. Enfin, ils ont vraiment poussé la partie vente en ligne à e-commerce. Aujourd'hui, Magento est leader mondial dans son secteur. Si on va sur Google Trends et qu'on tape Magento, PrestaShop et Drupal, on verra que Magento est devant, mondial. Sur la France, on aura PrestaShop devant, puisqu'il est beaucoup mis en avant et c'est bien aussi. L'écosystème, donc énormément de développeurs aussi, plutôt anglais, beaucoup de modules et de fonctionnalités, c'est très puissant, et les capacités marketing qui sont plus de fonctions, plus de capacités marketing aussi, mais une formation plus lourde. Donc, comme on le voit sur le graphique que vous voyez vous aussi,
Alors Magento, en termes mondial, parce que là on est dans tous les pays, il y a une grande évolution de la demande. Alors PrestaShop n'est pas très très loin non plus, même au niveau mondial. Tout à fait. Mais Magento reste quand même leader. Enfin, la courbe des tendances de Google Trends nous le prouve. Magento reste leader dans le secteur de la solution e-commerce. Voilà, Google, à chaque fois que vous faites une requête, il enregistre et il compare un volume. Si vous tapez Star Academy et Nouvelle Star, vous allez voir des pics, des émissions qui ne sont pas en même temps. Et si vous mettez The Voice à la fin, vous verrez que The Voice a largement dépassé la Nouvelle Star et Star Academy en termes d'audience. Donc ça donne des tendances. Ça permet également de voir la tendance de vos produits, Google Trends. Très sympathique à utiliser. Ah, alors là on rentre dans le sujet délicat, l'hébergement. La machine virtuelle, le RPS, le VPN, tous ces mots bizarres qui peuvent vous paraître effectivement bizarres, la base de données, l'hébergement, la mémoire, la capacité. Ce qui est important de savoir, c'est que votre site il doit être capable d'être accessible sur Internet, que vos pages, fiches produits, doivent charger en moins d'une seconde, voire une demi-seconde. S'il y a un pic de visiteurs à 10 ou 20 000 visiteurs d'un coup, il faut essayer d'arriver à anticiper. Il faut essayer d'avoir un hébergeur spécialisé dans l'e-commerce. Et si votre agence fait l'hébergement, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de vos machines, publicité, c'est notre cas, mais c'est vrai, c'est bien au moins vous n'avez qu'un seul prestataire. Voilà. Il y a des choses à prendre en compte sur le serveur, il faut être protégé par rapport aux attaques, il faut une stratégie de sauvegarde, on l'a vu tout à l'heure. Donc il n'y a pas vraiment de conseils sur l'hébergement. Soit vous prenez un hébergement mutualisé, si vous voulez faire vous-même votre site, chez OVH ça fonctionne bien. D'ailleurs on a des vidéos formations gratuites qui expliquent comment installer le serveur sur un hébergement ou sur un serveur dédié. Ça s'appelle installer Magento sur YouTube. Après, vous avez des solutions aujourd'hui comme, je ne sais plus le nom, qui font de l'hébergement spécialisé Magento ou PrestaShop également. C'est bien aussi. Après, bon, ça va pas être la même société qui fera l'hébergement, mais c'est une stratégie à voir. Si l'hébergement n'est pas compris dans votre site, il vaut mieux prévoir un hébergeur spécialisé, mais on vous conseille vraiment de confier à l'agence le rôle de l'hébergement. Vous pouvez être propriétaire de votre machine, donc de votre serveur, si vous le louez chez OVH, c'est à vous, il vous appartient, et vous pouvez avoir l'agence qui l'administre, mise à jour de sécurité, patch, faille et compagnie, voilà, donc c'est possible aussi. Comme ça, si vous vous disputez avec l'agence, ça peut arriver, il faut y penser, vous avez votre machine et vous pouvez la confier à quelqu'un d'autre pour continuer l'activité e-commerce. Bien, donc on a vu les principales solutions qui sont sur le marché. Après, à vous de vous faire un avis. Nous, on est juste là pour vous exposer ce qui se passe. Après, quelle solution choisir, voilà. Pour vous conseiller. On vous conseille maintenant, après c'est à vous de choisir. Ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est qu'il y a besoin de ressources humaines. Tout lancement dans une activité e-commerce demande des ressources internes et externes. Donc, pourquoi est-ce que vous avez besoin? Pour la création de fiches produits. Dans un premier temps, il va falloir créer une description pour tous vos produits. C'est important d'y penser, il faut les faire. Alors, une description fiche produit, c'est 200 mots en moyenne, 150-200 mots, une voire plusieurs images, des attributs, manche courte, manche longue, la couleur, la puissance d'aspiration pour un aspirateur. Donc, il faut compter 20 minutes par fiche produit. Ça, c'est quand on compte vraiment. Si on a un employé qui nous coûte 1 500 € par mois, avec les charges, ça fait 3 000, et qui fait une fiche produit toutes les 20 minutes, ça veut dire 3 à l'heure, ça veut dire 3 x 7, 21 par jour, x 22 jours. Donc, on peut savoir que la personne est capable de faire 450 fiches produits par mois. Vous divisez par le salaire et la fiche produit vous a coûté 8 €. Je dis ça au pif, mais voilà, c'est pour connaître le coût. Après, on peut externaliser aussi la création de la fiche produit, mais ne rêvez pas. C'est pas, faut pas se dire je fais un site, je vais gagner de l'argent. Non, non, je fais un site, c'est bien. Il faut les produits, il faut le marketing. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça. Qui fait la fiche produit et quelles sont les règles? Le fournisseur qui vous envoie son fichier catalogue CSV, dites-vous qu'il est déjà ailleurs. C'est-à-dire, si le fournisseur vous donne son catalogue, le copier-coller, ça ne marchera pas. Google va voir que le contenu est dupliqué, donc il n'y a aucun intérêt à vous référencer naturellement. Et pareil, quand vous allez faire de la dirt, votre page ne sera pas pertinente, vous allez payer plus cher le clic. Donc, la fiche produit doit être bien, elle doit être sexy, elle doit être vendeuse. Si vous vendez une batterie de voiture, c'est sûr c'est difficile, c'est pas sexy, mais vous allez faire un zoom sur la batterie, sur la marque, sur les plots, voilà, l'entretien. Comment on pourrait trouver du texte autour pour rendre ça attractif. C'est un bon exemple, l'entretien de la batterie. Par exemple, vous achetez une batterie au plomb, bon, on a un client là-dedans, et quand le système détecte qu'il y a une batterie au plomb, il y a une petite vidéo YouTube qui explique comment entretenir sa batterie et qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est justement le deuxième point, le contenu textuel et marketing. Le content marketing. Voilà, le content marketing. Ensuite, il va falloir penser à la relation client et à la relation avec vos fournisseurs. Qui appelle, qui commande, qui répond au téléphone. Exactement. Ensuite, il va y avoir... La politesse. Oui, ah oui.
Politesse, c'est important. Parce que les gens sur Internet, ils appellent, ils sont agressifs au téléphone. Donc il vous faut quelqu'un avec les nerfs d'acier. Ça arrive de se faire insulter. Oui, je suis pas content, ma commande, vous êtes des voleurs et tout. Ben là, il faut le gérer. Monsieur, calmez-vous. Madame, calmez-vous. C'est très difficile. Hein. On a envie des fois de leur dire, mais enfin, ça se fait pas, quoi. Donc ils sont énervés, ils ont l'impression de se faire escroquer. Ils vont sur lesarnaques.com, ils vont les faire un avis négatif. Donc là, il faut que la personne du service client les surveille aussi. La eu réputation et pour aller supprimer cet avis ou négocier ou dire voilà. C'est vraiment un travail aussi à temps plein, c'est pour ça qu'on vous en parle ici, hein, c'est qu'il faut penser à tout ça. Ensuite, il va falloir penser à ceux qui vont expédier, emballer, stocker, gérer les retours. C'est sûr qu'il faut penser à tout ça. Hein. Ou je stocke, effectivement, mais comment j'emballe, hein, je ne vais pas emballer, il faut du carton. Donc il y a Raja, qui est leader aujourd'hui, je crois en France, qui vend des cartons d'emballage. Alors simple cannelure, double cannelure en fonction de l'épaisseur, il faut prévoir la bourre à l'intérieur. Est-ce que vous allez mettre les petites poches gonflées ou les petits trucs blancs à bulles ou des cartons matelassés avec une matelasseuse? Combien ça coûte? Il faut les scotcheuses. Hein. Il ne faut pas couper le scotch avec la dent. Il faut la machine pour le Tesa qui coupe automatiquement. Voilà, tout ça, c'est à prendre en compte en fonction de votre volume. Donc le jour où vous commencez votre activité, il faut prévoir tout ça. Le plan de travail, l'espace de stockage. Si c'est un dépôt, l'hiver, il fait moins 3 degrés, ils ne peuvent pas travailler, donc il faut les chauffer. Voilà, donc ça, c'est la partie vraiment humaine, emballage, stockage et les retours. Voilà. Comment on va gérer les retours. Après, il y a un élément très important que des fois aussi vous le mettez de côté, enfin on le met de côté, mais bon, en plus je parle en connaissance de cause, mais le marketing et la communication, ce sont des éléments très très importants. Quand vous faites un site concrètement, vous pouvez faire votre site, c'est comme si vous aviez un petit magasin dans une petite ruelle, si vous dites à personne que vous êtes là, il n'y a personne qui viendra, hein, dans tous les cas. Donc voilà, il y avait une citation qui était assez sympa là-dessus, qui disait que avoir un site mais ne pas communiquer dessus, c'est comme regarder une fille dans le noir mais jamais elle le saura, quoi. Exactement. Voilà. Pour avoir le plus beau site du monde, sans marketing et sans visibilité, pas de chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires. On est quand même sur un taux de conversion moyen e-commerce à 2%, en moyenne en France, 2, 3, 4% en fonction du secteur d'activité. Ça veut dire que tous les 100 visiteurs, vous avez 2 ventes. Donc pour faire venir 100 visites, quand vous ouvrez votre site, vous en aurez 2, 3, votre cousin, votre famille, 5 visites, ça veut dire 0 vente. 3-4 visites par jour, ça veut dire 2 visites dans le mois. Donc c'est pas bon. Donc le marketing, la publicité, faire venir les gens. Il y a plein de techniques. Hein. On voit ça dans la vidéo formation qui s'appelle les 13 leviers. Les principaux leviers du web marketing. Voilà, les 13 principaux leviers du marketing qui sont sur notre chaîne également, qui durent 1 heure avec 13 chapitres dédiés à ça. Ça explique les grandes lignes et là on va rentrer en détail maintenant sur la chaîne sur vraiment les leviers différents. Chacun des leviers. Voilà, dans le détail. Alors Guillaume, quel budget prévoir pour un site internet? Alors, quel budget prévoir pour un site internet? Ça dépend. En moyenne, il faut compter 10 à 15 000 euros pour avoir un site complet, avec l'hébergement, avec la formation, avec la maintenance. C'est pour 1 an, c'est-à-dire vous créez votre site, la première année, ça vous coûte entre 10 et 15 en termes de site, hein, la conception du site, et après, le design, l'intégration, les emails, les fonctionnalités complémentaires. Après, il y a la partie métier qui peut se greffer. Des fois, la partie métier, on l'a vu tout à l'heure, gestion de stock avancée, vraiment très avancée. Ça peut être le prix du site, voire le double. La partie métier, ça peut être long. Bon, nous, on a réalisé des Magento, des sites à plus de 150 000, voire 200 000 euros, sur des grosses sociétés qui font plusieurs millions d'euros, avec des problématiques, avec des ERP externalisés, des communications de fournisseurs automatiques, enfin vraiment des règles compliquées où il y a plusieurs mois de développement. En général, ça peut aller, on peut mettre 2-3 développeurs pendant plusieurs mois sur un projet, donc ça peut être lourd, ou simplement un site e-commerce classique. L'année suivante, hein, on m'a posé la question à la conférence Top TIC lors de cette conférence, combien ça coûte l'année suivante? L'année suivante, vous allez avoir simplement le support à renouveler et l'hébergement. Voilà, donc ça peut être un pack avec un prix, avec du temps. Pour acheter des fonctionnalités, on peut compter 100 euros par mois, 200 euros par mois, 300 euros. Pour l'entretien, comme si vous entreteniez votre local. Exactement, ça dépend des... Voilà, donc la partie support, les sauvegardes, ça reste dedans parce que c'est dans l'hébergement. La partie support, c'est vraiment la partie qui prend du temps. Est-ce que vous voulez pouvoir appeler l'agence régulièrement ou faire des réunions de travail pour améliorer des choses sur votre site? Est-ce que vous faites du marketing avec tout ça? Donc voilà, je parle du site au sens propre du terme. Hein. Voilà, donc budget 10-15, Magento, PrestaShop, Drupal, c'est pareil. Très bien. Et donc, quel prestataire choisir? Ça, c'est donc la question. On a un peu répondu déjà tout à l'heure avec des éléments qu'il ne fallait pas oublier, surtout à demander à un prestataire quand il veut s'occuper de la conception de votre site. Maintenant, il y a quand même des points très importants pour votre choix. Alors, essayez d'avoir le moins d'intervenants possible. Ouais. L'agence spécialisée qui regroupe tous les corps de métier, c'est bien. Vous avez un seul interlocuteur, un chef de projet qui pilote le marketing, le design, la technique avec les différents services derrière. Donc c'est pratique, ça évite les multi-intervenants et ça évite aussi la phrase « Ah mais c'est pas ma faute ».
Mon site ne marche plus, ah, mais l'hébergeur, ah, ben, c'est pas ma faute. Le développeur, ah, ben, c'est pas ma faute. Le designer, ah, ben, c'est pas ma faute. Donc voilà, ça, il n'y a pas de c'est pas ma faute, ça marche plus, faites marcher. Voilà. La proximité, ne prenez pas quelqu'un qui est à 1000 km ou à 5000 km, où il y a des gens aussi qui sont à l'étranger. Prenez quelqu'un pas loin de chez vous, ça peut être bien, s'il y a une expertise réelle. Aujourd'hui, on peut faire des réunions de travail à distance également. Il ne faut pas négliger ça avec du web séminaire en ligne, par exemple comme Join.me ou d'autres. Voilà, donc si vous avez la possibilité d'avoir un partenaire local, c'est bien. C'est mieux, c'est toujours plus rassurant de pouvoir se dire, bon ben, je peux y aller, quoi. Voilà. Je peux aller les voir. Après, si vous avez trouvé l'agence qui vous a, on va dire, séduite, vous pouvez prendre le train et y aller la voir, mais c'est important de faire des premiers rendez-vous de travail pour définir bien comme il faut et après installer cette relation. Voilà. Nous, on a 80% de nos clients, 70% de nos clients dans le secteur des Bouches-du-Rhône, dans la région PACA en fait, et on a le 30% réparti Lyon, Paris, enfin, Strasbourg, donc c'est voilà, c'est les gens qui cherchent une expertise particulière et ils l'ont trouvé chez nous. Donc c'est important de bien choisir le prestataire et aussi la séduction. Il faut qu'il vous plaise, il faut que ça passe bien, il faut qu'il y ait le contact et des preuves. Hein. Je suis prestataire, je suis le plus beau, ben, fais-moi voir. Fais-moi voir des sites, fais-moi voir ce que tu as fait, explique-moi la problématique, sans non plus dévoiler la stratégie de notre site, mais il faut prouver. Aujourd'hui, il faut prouver. Voilà. Et après, il faut avoir confiance. Voilà, très bien. Donc, on a vraiment vu les différentes étapes pour vous aider en fait à choisir une solution parmi d'autres. Donc, bon, nous, bien sûr, on va vous dire comme ça, allez, on va se lâcher. On va se lâcher. On va dire que si vous partez sur du site vitrine, donc c'est-à-dire juste présenter votre activité ou des produits, privilégiez WordPress. Exactement. Voilà, on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus, mais en tout cas, plutôt WordPress. Par contre, pour une solution e-commerce, si vous voulez quand même vous lancer dans quelque chose de concret et de vraiment sur du long terme, on vous conseillera bien entendu Magento. Effectivement. Vous pouvez aussi choisir de faire un site vitrine sous Magento, c'est-à-dire prévoir, par exemple vous avez un magasin, vous voulez faire déjà votre vitrine, commencer à mettre vos produits, voir comment ça se passe. On peut lever, ma main elle sort là. On peut enlever la partie e-commerce et laisser la partie vitrine. Et quand vous êtes prêt, on a un client dans ce cas-là qui a mis 1 an à se lancer dans l'e-commerce, d'ailleurs start la semaine prochaine. 1 an pendant lequel on a fait le site, on a fait du contenu, on a fait des articles, on a créé une communauté, on a déjà le site avec des produits présentés. Et là on va appuyer sur un bouton et boum, d'un coup toutes les fonctionnalités e-commerce vont ressortir dans le site et tout est prêt. Voilà, donc il faut s'adapter. Ça ne sert à rien de faire un WordPress pour le jeter dans 2 ans et faire un Magento. Vous faites tout de suite un CMS Magento. Magento, il y a des grosses possibilités de gestion de contenu comparé aux autres, effectivement, on l'a vu, quoique Drupal, il est bien aussi. Et PrestaShop aussi, mais avec des modules. Voilà, donc quelle solution choisir nous, ce sera Magento. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les, on n'y répondra pas. Non, c'est pas vrai. Posez-les directement sur la chaîne YouTube, on répondra. Il y a également sur notre site marketacademy.com un questionnaire question à l'expert qui vous permet de poser la question. Alors, c'est pas une question, comment rajouter une catégorie. Allez-y, c'est un module qui permet de dire j'ai une société, je fais du B2B et du B2C, j'ai un réseau de magasins, comment je pourrais mettre en place une solution e-commerce, comment la choisir. Et là, on va vous répondre, vous allez avoir un rendez-vous, 1 heure au téléphone avec un chef de projet. Et moi, si vous êtes sage, ou Sophie, si vous êtes très très sage, pour définir vos besoins. Et ensuite, on va vous faire un petit plan rapide qui nous prend une journée quand même à réaliser, pour vous expliquer comment choisir, comment vous mettre en place. Voilà, c'est un service gratuit qu'on propose, comme nos vidéos qui sont gratuites. Et si vous cherchez une agence, n'hésitez pas à nous contacter, on peut répondre favorablement, éventuellement, si tout va bien, à votre demande. À votre demande. On a fait le tour? Oui, je crois bien. Ben, merci beaucoup pour votre Pour votre attention. Ouais, merci pour votre attention, tout à fait. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.